On va s'intéresser maintenant aux autres dispositifs à jonction. Alors, si on se remet dans le contexte du fonctionnement schématisé de la photopile solaire, je vous rappelle donc, on expose donc un semi-conducteur à des photons de fréquence nue. Une partie de ces photons peut être réfléchie, donc n'est pas utilisée. Mais ce qu'on a vu dans le premier chapitre, c'est donc la structure de bande des semi-conducteurs et comment un électron pouvait être excité de la bande de valence à la bande de conduction par le photon incident qui est donc absorbé dans ce cas-là. Donc seule l'énergie qui correspond à la bande interdite est utilisée, le reste est perdu par thermalisation. Donc première perte, ça c'était le premier chapitre. Deuxième chapitre, jonction PN, on a vu comment cette paire électron-trou était donc séparée, et en particulier que l'électron donc pouvait être transmis à un circuit extérieur. Mais vous voyez qu'ici, on a donc évoqué des pertes qui sont liées au contact. C'est ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui, montrer que les contacts entre un semi-conducteur et un métal, c'est-à-dire une électrode pour un circuit extérieur, c'est pas quelque chose de simple. Et donc, il peut y avoir des pertes par combinaison, évidemment. Et donc, l'énergie du photon initial, une partie de cette énergie est utilisée dans un circuit extérieur. Et donc, il y a également ici des pertes par le contact au retour, en fin de cycle, où l'électron finit par se recombiner. Donc, on va s'intéresser aux contacts et voir que les contacts semi-conducteurs-métal, qui sont nécessaires, il n'y a pas d'application de semi-conducteur si on n'est pas capable de faire un contact avec un métal. Un métal, c'est circuits extérieurs, et on va voir que ces contacts sont des choses assez complexes. Bien, alors c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc on va s'intéresser d'abord à la jonction métal-semi-conducteur, à l'équilibre, un peu comme la jonction PN, hors d'équilibre. Après, on va s'intéresser donc au contact atomique, et on va s'intéresser à la surface des semi-conducteurs, puisque les contacts en fait sont à la surface du semi-conducteur, et on finira par donc traiter les hétérojonctions. Alors, dans la compréhension des propriétés de la jonction en fait, entre un métal et un semi-conducteur, c'est une autre jonction, ce contact, est un problème technologique majeur dès qu'on insère un semi-conducteur dans un circuit électrique extérieur. En particulier, dans quel cas ce contact est purement résistif, ce qu'on appelle un contact ohmique. Alors, on va traiter donc de l'interface entre un semi-conducteur et un métal. Donc le métal, je vous rappelle, la différence entre semi-conducteur et métal, le semi-conducteur qui est donc un isolant de bande interdite pas trop grande, donc la bande de valence est totalement remplie au 0 degré K, et la bande suivante, bande de conduction, est vide. Tandis que dans le cas d'un métal, au contraire, le niveau de Fermi est à l'intérieur de la bande, ce qui fait que les électrons peuvent changer des tas d'énergie de manière très très facile ici, juste de part et d'autre du niveau de Fermi. Donc pour simplifier, on considère ici un semi-conducteur dopé N. Alors, on définit maintenant le travail de sortie du métal, φm. Ça correspond à l'énergie qu'il faut apporter à un électron du métal, proche de la surface, bien sûr, pour l'extraire dans le vide à l'infini à vitesse nulle. Donc, on définit ainsi par rapport au niveau du vide. Donc, le travail de sortie, c'est le travail qu'il faut fournir à un électron pour le sortir du métal, tout simplement. Alors, de même, on définit le travail de sortie du semi-conducteur de la même façon qu'il y a la distance entre le niveau de Fermi, donc dernier état occupé, et le vide. Alors, le problème avec les semi-conducteurs, c'est que le niveau de Fermi n'est pas une quantité intrinsèque au semi-conducteur, puisqu'elle dépend du dopage. Donc, en fait, on s'intéresse, dans le cas des semi-conducteurs, à ce qu'on appelle l'affinité électronique, qui est donc la distance, ici, qui, entre le bord de la bande de conduction et le vide, qui, lui, par contre, affinité, est une quantité intrinsèque au semi-conducteur. Alors, le travail de sortie du métal dépend du métal, il n'est pas le même pour l'argent, l'aluminium ou le fer, et de même, l'affinité électronique d'un semi-conducteur dépend de la nature du semi-conducteur. Ça va pareil pour le silicium, le germanium, etc. Et il ne sera même pas pareil pour le silicium cristallin ou silicium amorphe. Donc voilà, mais donc l'affinité électronique est une quantité intrinsèque au semi-conducteur, tandis que le travail de sortie, lui, dépend du dopage. Voilà. Alors maintenant, on va donc créer une jonction, de même que la jonction PN, on considère un semi-conducteur P et un semi-conducteur N que l'on rapprochait, de même ici, on va rapprocher le semi-conducteur du métal. Alors il y a deux cas possibles qui dépendent de la différence entre φm et φs. Alors le premier cas possible, le travail de sortie du métal est plus grand que le travail de sortie du semi-conducteur. Donc, quand on va les rapprocher au début, donc les niveaux de Fermi ne sont pas les mêmes dans le semi-conducteur et dans le métal. Quand on va rapprocher les deux matériaux, comme le potentiel chimique du semi-conducteur est plus grand
que celui du métal. Il va donc donner des électrons par, je dirais, définition du potentiel chimique. Et donc, ce processus d'égalisation des niveaux de Fermi de part et d'autre de l'interface va être dû au passage des électrons proches de la surface, de ces zones-là, proches de la surface du semi-conducteur vers le métal. Donc les électrons quittant le semi-conducteur pour aller dans le métal laissent donc derrière eux des ions positifs. C'est un phénomène un peu analogue à celui de la formation de la jonction PN. Donc ils ont laissé des charges positives qui sont des ions fixes. Donc en termes clairs, ils ont créé donc une courbure de bande, exactement de la même façon que dans la jonction PN, et on voit qu'en fait, une barrière est ainsi créée donc à l'interface entre le semi-conducteur et le métal. Ça, c'est le cas où phi m est plus grand que phi s. Bien sûr, ce point-là, ici, est un point fixe, puisqu'il dépend de qui l'affinité électronique. Et c'est ce qui se passe ici. Donc on voit ici le niveau de Fermi est le même dans le système. Donc pour égaliser le niveau de Fermi dans le métal et le semi-conducteur, en fait des électrons sont passés du système qui a le plus grand potentiel chimique vers l'autre. Donc des électrons sont passés du semi-conducteur dans le métal et ils ont donc laissé une charge positive fixe qui donne une courbure de bande. Et donc pour maintenant calculer le potentiel, la variation du potentiel à l'interface, on utilise encore l'équation de Poisson. Alors bien sûr, en supposant que finalement les bandes sont plates loin de l'interface, c'est-à-dire que loin de l'interface, le semi-conducteur de PN n'est pas affecté, même raisonnement que dans la jonction PN. Et quand on fait le calcul et résolution de l'équation de Poisson, on obtient donc pour calculer la largeur de la zone de charge d'espace, une relation qui est identique, enfin qui est similaire à celle qu'on a obtenue pour la jonction PN. Donc vous voyez, quand vous mettez une jonction PN au contact avec un métal, vous fabriquez en fait une autre jonction. Et pire, vous avez donc créé ici une barrière de potentiel entre le métal et le semi-conducteur. Donc les électrons, bien sûr, comme dans la jonction PN, seront confinés dans le semi-conducteur par cette barrière de potentiel. Les électrons partent d'abord vers le métal, donc il y a création de zones de charge d'espace, donc création d'une barrière de potentiel. Cette barrière de potentiel elle va donc empêcher le flux d'électrons de continuer. Donc quand on fait un contact, ce n'est pas un comportement idéal d'avoir une barrière, ça c'est évident. Alors maintenant, c'était le premier cas, phi m plus grand que phi s. Maintenant, on va prendre l'autre cas où, au contraire, le travail de sortie du métal est plus petit que celui du semi-conducteur. Donc le raisonnement est le même que précédemment. Donc des électrons maintenant passent du métal vers le semi-conducteur, puisque le métal a le plus grand potentiel chimique, pour équilibrer donc les niveaux de Fermi de part et d'autre de l'interface. Donc il se crée une zone de charge positive à la surface du métal. Vous voyez que donc, toujours pareil, qui ici est fixe, puisque ça correspond à l'affinité électronique du semi-conducteur. Mais maintenant, vous voyez qu'ici, on a une zone dans laquelle le niveau de Fermi est plus haut que le bord de bande. Donc à ce moment-là, comme il y a beaucoup d'états dans la bande de conduction, il y a aussi courbure de bande comme dans le cas précédent, mais dans la région où EC, bord de bande de conduction, est en dessous du niveau de Fermi, le nombre d'états est très grand. Donc ils vont se peupler très vite, ce qui fait que la largeur W' dans ce deuxième cas sera beaucoup plus petite que la zone W précédemment. Et précédemment, la zone W était une zone de charge d'espace, donc résistive, pour la même raison que dans le cas de la jonction PN, avec peu de porteurs à cause du champ. Dans ce cas-là, au contraire, la zone va être beaucoup plus petite et peuplée parce qu'il y a beaucoup d'états dans la bande de conduction. Je vous remercie.